Bruno Retailleau a décidé de rendre un grand service à notre pays et d'organiser d'immenses rafles. Voilà, bon bah écoutez, il y a tout un tas de problèmes dans ce pays actuellement. Il y a des gens qui peuvent pas se soigner, l'école tombe en ruine, on a du mal à avoir accès au logement, à la nourriture, à l'énergie, etc., etc. Mais Bruno Le Retailleau, lui, il a envie d'organiser des rafles. Et donc pour étudier tout ça, pour voir un petit peu pourquoi Bruno Retailleau serait-il éventuellement la réincarnation d'un nazi, nous allons regarder tout ça avec mon ami Chris. Comment ça va, Chris? Bah, j'aimerais bien te dire que ça va, mais dans le genre faire des commémorations, des reconstitutions de la Seconde Guerre mondiale, déjà le débarquement, tout ça, ça me saoule. Mais alors, les reconstitutions à grandeur nature des rafles, là, c'est pas marrant quoi. Ce type est vraiment flippant. On en a parlé avec Badu sur quand il a été élu. Ce gars essaye de faire et du Trumpisme et du sarkozysme pour pomper les voix du RN, et il va aller jusqu'au bout du bout. On va essayer d'analyser ça, parce qu'en plus je pense qu'il y a une espèce de cynisme de sa part, là, de pousser à bout, pour aussi diviser la gauche, parce que la gauche qui essaye, elle, de sauver le soldat Bayrou, notamment la gauche PS, sauver le gouvernement Bayrou pour éviter des législatives. Je me demande si Retailleau essaye pas de les mettre sous pression pour encore plus fracturer la gauche. Donc il y a et de la dégueulasserie morale, et de l'immondice anti-humanisme, et du cynisme politique. Enfin, Tout à fait. Donc, on va se regarder un petit peu l'intervention de Bruno Retailleau dans les médias. Là, nous, on tourne jeudi 19 juin et ça fait 2 jours qu'il y a littéralement du harcèlement policier pour trouver des personnes migrantes, des personnes en situation irrégulière. Et donc, on va regarder tout ça. avec Sonia Mabrouk, qui interviewe ce cher Retailleau sur Europe 1, la radio de Bolloré. Voilà, une radio qu'on adore avec Zoé et puis Badu. Vraiment, c'est notre À préféré. la radio, voilà. C'est parti, je lance. Le contrôle que j'ai réintroduit de façon beaucoup plus serrée qu'avant, c'est ma circulaire du 25 novembre dernier. C'est le contrôle aux frontières avec une force frontière. Contrairement à d'autres pays, nous ne disposons pas de garde-frontières, d'un corps unifié de garde-frontières. Donc on a fait une force frontière avec des policiers, des gendarmes, des douaniers et des militaires, les forces sentinelles. Et là, on garde la frontière et la bande des 20 km. Mais là, ce que je veux faire, ce qu'on a commencé à faire avec les bus en mois de mai dernier. Là, c'est avec les gares. Dans ces 48 heures, on va mobiliser 4000 gendarmes. Donc, il n'y a pas assez. On vient de découvrir qu'en France, il n'y avait pas de contrôle et de police aux frontières. Les gens qui sont dans des centres de rétention, les gens qui sont traqués par des policiers, justement parce qu'ils n'ont pas de papier, ou les gens qui essayent de passer la frontière en Italie, en Espagne, etc., seront très contents d'apprendre qu'en fait, il n'y avait pas de policiers, donc ils ont dû croiser des gens autour de Menton, dans la vallée du Royal, etc. Donc, il n'y avait pas de police aux frontières dans ce pays, mais je l'apprends. Je ne sais pas si tu étais au courant. Donc en fait, les centres de rétention, c'est des gens qui y vont d'eux-mêmes, voilà. Oui, oui. En fait, c'est des auberges de jeunesse, les gens s'inscrivent, il y a une liste d'attente. Bah, c'est vraiment tout un tas tellement de gens qui d'ailleurs viennent en France par pur plaisir, hein, c'est-à-dire qu'ils se sont dit tiens, ça a l'air sympa, j'irai bien visiter le Mont-Saint-Michel, let's go quoi. Viens Josiane, on va faire des petites vacances illégales en France, hein, c'est ça que les gens se disent. Hein. Il y a zéro nécessité économique, de guerre, etc., qui font que les gens ont besoin de fuir leur pays. Il n'y a bien sûr aucune question impérialiste qui se pose dans ce contexte. Hein. Non. Le fait que ça soit tellement la merde dans certains endroits que des gens sont prêts à risquer tout, à risquer leur vie pour venir se faire maltraiter dans des pays occidentaux, tout cela n'a rien à voir, bien sûr, avec le fait qu'éventuellement, on est allé y foutre la merde, hein, évidemment. Non. Donc, on est ravis d'apprendre ça, Bruno. Tout cela n'était pas assez. Voilà, Comme il n'y avait pas, c'était pas suffisant. On savait pas qu'il y avait, il y avait pas de police aux frontières, etc. Donc maintenant, on apprend, grâce à Bruno, que du coup, il va mettre des nouvelles forces en place pour pouvoir remédier au fait qu'il n'y en avait pas assez avant. On va l'écouter. C'est ça. Dans des policiers, des douaniers, des forces sentinelles pour interpeller des clandestins. Il faut savoir que depuis le début de l'année, nous en avons interpellé 47 000. Ce que nous voulons signifier, ce que je veux dire, c'est que les clandestins ne sont pas les bienvenus en France. D'accord. Donc, vraiment la rhétorique de l'extrême droite, là. Vraiment la rhétorique de « avant moi,
ils étaient les bienvenus, quoi. Tu vois, c'est vraiment... Oui. Ça, on n'a jamais autant chassé les immigrés que ces dernières années, hein, depuis Valls, Cazeneuve, et ensuite toutes les politiques de Macron, et de ses ministres de l'Intérieur, Darmanin, etc. Mais il vient nous faire croire que tout le monde rentrait, sortait comme on voulait dans ce pays, alors qu'on est un pays où on a des forces les plus violentes, où on a des centres de rétention administrative qui sont des camps, hein. Qu'on soit clair, qui sont des camps de concentration de personnes, voilà. Des lieux de privation de liberté Des qui lieux de sont pas privation de passés par un liberté, juge. voilà. Administratif. Déjà, quand vous entendez administratif, en général, c'est comme dissolution cul, oui. administrative, centre de rétention. Ça veut dire que vous êtes hors la loi, hors procédure judiciaire. Vous voyez, c'est des administratifs qui donnent ça. C'est vraiment l'administration et des services de l'État qui décident d'eux-mêmes avec des directives. Oui, puis c'est vrai que ces derniers temps, on n'a pas du tout vu des images à Calais, alors qui est appelé la jungle de Calais. Alors moi, le fait qu'on appelle ça jungle, c'est toujours un moment où je me dis waouh, là c'est peut-être le moment où où on devient un peu des grosses merdes quand on utilise ce genre de mots. Donc avec plein de personnes migrantes en situation irrégulière qui attendent de pouvoir passer la frontière pour rejoindre le Royaume-Uni et qui vivent dans des conditions absolument atroces autour de Calais. Plus récemment, il y avait le mouvement de l'occupation de la gaieté lyrique par des jeunes mineurs isolés qui étaient en demande de prise en charge et d'hébergement. Bref, voilà, on voit très régulièrement des mouvements de personnes migrantes en situation irrégulière dont les droits élémentaires ne sont pas respectés. Je vous rappelle qu'il y a actuellement plein d'enfants dans ces personnes-là, et normalement, nous avons signé la Convention internationale des droits de l'enfant qui dit qu'en fait, on ne laisse pas les enfants crever comme des merdes. Alors, on pourrait aussi le faire pour les adultes, vous me direz. Mais voilà, donc ça fait très longtemps qu'il y a des luttes, et là, récemment, on en a vu d'autres. Et donc, je rappelle, l'occupation de la gaieté lyrique par les mineurs isolés a fait l'objet, il y a quelques semaines, là, d'une opération policière extrêmement brutale qui les a délogés. Exactement. Et c'est le cas à chaque fois, hein, qu'il y a des occupations, ou qu'il y a des rassemblements ou des centres, des rassemblements pour protéger des migrants. À chaque fois, ils finissent toujours délogés par la police. Ça s'est même vu dans des lieux de culte. Donc, c'est vraiment un processus normal en France de violenter des migrants. Ce qui est normal, parce que c'est un processus normal dans tous les pays occidentaux qui concentrent les richesses, parce qu'ils les extraient de ce qu'on appelle l'échange inégal, c'est-à-dire de la plus-value qui est tirée par la surexploitation des périphéries, par le centre. Et donc, effectivement, quand vous extrayez les richesses pour les concentrer au centre, les forces vivent, c'est-à-dire les gens qui ont besoin d'accéder aux ressources matérielles, suivent derrière. Voilà. Donc, tous les pays occidentaux surponctionnent, vampirisent, comme dirait Marx, on parlait de Marx tout à l'heure, mais là on va le citer, vampirisent littéralement les périphéries. Et donc les gens, par nécessité, viennent dans ces endroits de concentration, et donc, par réponse, les pays occidentaux fabriquent des corps expéditionnaires, mobiles, des administrations pour violenter ces gens. Il y en a dans les pays. En Europe, on a aussi une police européenne des frontières qui s'appelle Frontex, qui est vraiment une honte. Le numéro 2 de Frontex était sur la liste du Rassemblement national aux dernières européennes. Je le rappelle, pour vous donner un ordre d'idée de quelle structure mentale il faut pour être à Frontex. C'est des gens qui fabriquent la politique de mort qu'on a en Méditerranée, par exemple. Et ça, on le voit dans les autres pays. Sous Trump, on l'a devant les yeux, ce qu'il fait avec l'ICE, donc la police des migrants, Immigrant and Custom Enforcement, la force de contrôle des migrants et des douanes. On le voit avec les émeutes de Los Angeles. On a fait une capsule là-dessus avec Zoé. Vous pouvez aller la voir. Mais ça, c'est littéralement le travail de tous les pays occidentaux de violenter des migrants, de les ramener à la frontière, de les parquer dans des camps, dans des centres sans aucune forme de procédure judiciaire, par la pure gestion policière. Donc là, il fait exactement le travail que l'État français a toujours fait,
mais il nous fait croire que avant c'était pas fait et que lui le fait. Et ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce cynisme politique de faire croire que lui va serrer la vis, quoi. Ça fait partie de sa stratégie, hein, tu te rappelles de nettoyer au Karcher, de Sarkozy, Ouais. on va vous Ouais, en ouais, ouais. débarrasser. Il l'a dit lui-même dans une interview au Figaro il y a pas si longtemps, qu'il voulait refaire Sarkozy. Et il s'inspire aussi, ce qu'on vient de dire, de Trump, hein. Ouais. Un pays, c'est des frontières, c'est-à-dire un dedans et un dehors. Vous les interpellez après? Eh bien, c'est beaucoup plus facile, justement, ensuite, pour les expulser. Beaucoup plus facile que lorsque les individus échappent à notre contrôle grâce à la directive retour qui leur donne, figurez-vous, un délai de départ volontaire. C'est Dans ça la que lutte- je cherche et que je vais modifier avec mes collègues européens. Charmant, charmant. Tout cela sent très bon. Alors, je vous rappelle qu'il y a des vrais problèmes sociaux en France et que ce n'est pas lié au fait qu'il y ait des personnes migrantes en situation irrégulière C'est pas à dans cause ce de pays. l'aide médicale d'État qu'on leur donne, qu'on n'a Hmm. plus d'argent. Tu vas Zoé voir, tu vas voir. On va, je pense que si vous voulez, les gars, on va reparler très rapidement là, de l'aide médicale d'État. Donc, pour vous faire le contexte, l'aide médicale d'État, c'est la branche de l'assurance maladie qui rembourse les soins pour les personnes migrantes en situation irrégulière, qui est une attaque très fréquente. Et là, on va vous mettre un autre extrait de Retailleau. Vous allez voir où l'extrait monte encore d'un cran. Et puis, on va ensuite reparler un peu d'AME, d'aide médicale d'État, rapidement. Donc le message, il est très clair. Je veux décourager l'immigration irrégulière. Sans cela, de toute façon, il n'y aura aucune maîtrise de l'immigration. C'est un engagement que j'ai pris devant les Français. Donc, on savait pas que pour l'instant, elle était encouragée, du coup. Oui, c'est ça. En Déjà- fait, si les gens viennent, c'est qu'ils sont pas assez maltraités, je pense, Chris, hein. Voilà. Les gens c'est- passent par des routes migratoires d'une brutalité inouïe, notamment les personnes qui arrivent d'Afrique subsaharienne, quand ils passent par la Libye, par la Tunisie, La etc. Libye, Enfin, c'était un pays avant, mais il a été complètement démantelé, je crois. c'est bizarre. C'est bizarre, Mais- ça. Qui aurait bien pu aller foutre une giga merde en Libye? Qui? Mais je. Très bizarre, cette histoire. Ne serait-ce pas le mec dont Retailleau s'inspire pour pouvoir faire sa politique anti-migrant et anti-humaniste? Ça serait C'est pas vraiment très, possible. très curieux, hein. Qui est surpris? Tu voudrais dire que le Nicolas Sarkozy, dont il s'inspire pour sa campagne future, Retailleau, serait le même Sarkozy-Nicolas que celui qui a attaqué les Libye pour pouvoir éviter que Kadhafi lui rappelle qu'il lui a prêté de l'argent pour sa campagne. Extrêmement Non. étonnant. Non, Et non, du non. coup, en déstabilisant Tout ce ça va- pays, a déstabilisé, enfin, a poussé certaines personnes à la migration et en plus a rendu encore plus brutales, dangereuses, etc., les routes migratoires. Et dans d'autres endroits, hein, je pense que vous avez vu ces images de migrants subsahariens qui sont littéralement abandonnés dans le désert, sans eau et sans nourriture, extrêmement maltraités par les gouvernements des pays, notamment le gouvernement de la Tunisie, hein, il me semble, dont on voit des images assez fréquemment. Des gens qui sont vraiment traités moins bien que du bétail, hein. Et ensuite, une fois que tout ça est passé, on traverse la Méditerranée au prix de risques inouïs, de risques de noyade. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont mortes noyées en Méditerranée ces dernières années. Et tout cela, en fait, c'est parce que les gens sont trop bien traités, hein, évidemment. C'est parce que c'est trop la teuf de vivre ce genre de truc, hein. Vraiment, les gens se lèvent un matin en se disant « Oh, je me fais chier, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me fais une petite journée au spa ou est-ce que je me tente une route migratoire vers la France ?» C'est ça. Voilà, c'est exactement Voilà. comme ça que ça se passe, hein, bien sûr. Tous ceux qui transitent en plus, c'est par Ceuta et Melilla, par Lampedusa, etc. Enfin bon, c'est Mhm. juste immonde. On n'a pas vu la fin de l'extrait, mais il va peut-être en parler du coup de ça, de dire, mais il faudrait peut-être faire en sorte de rendre un petit peu d'autonomie à ces pays-là, plutôt que les détruire et les ponctionner. Je pense que ça va venir. Je suis plein d'espoir. Le message, le signal, c'est de dire à tous les candidats à cette immigration irrégulière et donc à la fraude, ne venez Les candidats, donc ce sont des c'est Oui, des oui, gens qui c'est ça. candidatent. Ils sont Il y a- Poser leur petit CV, hein, ils Voilà. se sont dit tiens, allez, c'est la je période maîtrise du très bac. bien les tableurs Excel. Alors moi, s'ils font ça, je veux bien les aider à passer, du coup, parce que j'ai quand même besoin de force de travail pour le graphique. Donc si vous maîtrisez les tableurs, Notre camarade Padu dans le chat rappelle que c'est justement parce que ces bourgeois se sentent libres d'aller partout qu'ils pensent que la migration est un libre choix. Mais c'est exactement ça, c'est vraiment une vision du fait de se déplacer à l'international qui est une vision très centrée sur la condition, parce que Bruno Retailleau,
Lui, ça lui vient pas à l'idée, s'il a envie d'aller visiter l'Argentine, l'Afrique du Sud, la Thaïlande, ça lui viendrait pas du tout à l'idée qu'il y ait des mecs à l'entrée des frontières de Thaïlande et tout qui disent non, tu rentres chez toi, on veut pas te donner envie et tout. Mais c'est même pire que ça, parce qu'en plus, là, on voit bien, au-delà de la... que c'est vraiment maintenir un privilège de bourgeois de se déplacer librement. Tu vois, on voit bien que la problématique de, comment dire, de toutes ces bourgeoisies occidentales, c'est de eux pouvoir se déplacer librement n'importe comment, en empêchant les autres de le faire, quoi. Donc là, on voit vraiment que c'est un privilège de classe absolu, d'une violence sans nom, quoi. Mais jusqu'à la mort, hein, la mort de masse. Hein. Ce n'est pas en France. Nous n'accepterons rien. C'est la tolérance zéro, très clairement. Tolérance zéro, un classico, j'ai envie de dire un bingo de droite. Ce qui est bien, c'est que, en fait, on a quand même eu depuis, allez, quel âge on a, nous? Un peu plus de 30 ans, presque 40 pour un de nous deux, mais je dirais pas qui. Majoritairement des gouvernements de droite, et à chaque fois qu'ils sont arrivés, ils ont dit c'est la tolérance zéro. Donc en fait, c'est drôle parce qu'à chaque fois c'était quand même leurs amis avant au pouvoir, mais eux ils disent tolérance zéro alors qu'ils le disaient déjà. En fait, ils s'insultent entre eux. Voilà, c'est absolument hallucinant. Mais là, il nous refait le coup. Bon, ça va peut-être marcher. Bon, j'espère que ce sera pas une tragédie, que ce sera une farce, mais pour l'instant, ça fait pas rien. Nous avons une stratégie. Donc là, Vas-y. Non, vas-y, laisse-le finir. Que je poursuis. La stratégie, c'est la reprise du contrôle de nos frontières. L'Allemagne l'a fait très récemment. L'Allemagne reprend le contrôle de ses frontières comme beaucoup de pays européens. On n'est pas isolé. Alors, ce qui est marrant, on reconnaît les mecs qui aiment bien s'inspirer des méthodes allemandes. On les connaît, ceux-là. Mais tu vois, moi, les gens qui citent l'Allemagne en exemple pendant des périodes de crise pour montrer comment on récupère ses frontières et sa souveraineté, ça me rappelle des très 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 mauvais souvenirs. Mais je veux dire, quand tu as une crise générale du capitalisme, que tu as un identitarisme de plus en plus accru qui monte, un autoritarisme et une attaque de l'État de droit démocratique, et qu'en plus on se dit, regardez, si l'Allemagne l'a fait, nous aussi, je trouve ça extrêmement précis et inquiétant. Et ce n'est pas l'Allemagne de 82 de Rummenigge dont je parle, c'est une autre équipe. Voilà. Du coup, rapidement, là, sur le discours qui tient sur le fait que, en fait, il faut brutaliser suffisamment les gens pour que ça se sache que ici c'est l'enfer et que ça leur passe l'envie de venir. Alors, on a développé un petit peu sur le fait que l'envie de venir n'est pas une envie, mais une nécessité, une obligation du fait de conditions de vie qui sont absolument atroces ailleurs. Et moi, je vous prédis, hein, dans cette veine-là, donc là, il y a le durcissement sur le plan policier, etc. Il y a des gens qui racontent comment, en fait, il y a des flics qui se baladent, qui demandent à des gens, est-ce que vous avez vu, est-ce que vous savez s'il y aurait des migrants quelque part ici et tout. Et il y a des gens qui donnent, hein, qui donnent des lieux, qui donnent des endroits et tout. Donc c'est vraiment charmant, hein, de vieilles traditions françaises qui sont en train d'être remises au goût du jour, hein, d'accord. Donner les noms à la Gestapo, n'est-ce pas? Mais là, moi, je vous prédis, hein, que là, ils vont refaire une attaque contre l'aide médicale d'État dont je vous parlais tout à l'heure. L'aide médicale d'État, si vous tapez AME ou aide médicale d'État, pas du team, vous allez tomber sur une vidéo qu'on a faite qui est très complète sur ce sujet-là. On refera du contenu dessus si jamais il y a une attaque qui se fait, mais en gros, je vous le fais en très rapide. L'aide médicale d'État, c'est très peu en termes de budget, c'est 1 milliard. 1 milliard, pour vous donner une idée, c'est le budget de l'assurance maladie, c'est 200 milliards. Hein, voyez, donc c'est 0,5%. 1 milliard, c'est 1/5 de ce qu'on économiserait si on passait au 100% sécu, du fait du prix des complémentaires santé, des assurances privées et tout ça. Dans l'aide médicale d'État, donc eux, ce qu'ils racontent, c'est que on est tellement généreux, gentils avec les personnes étrangères, on les soigne beaucoup trop, et d'ailleurs, ça fait un appel d'air et les gens viennent pour ça. On a des études, hein, qui montrent que en fait, l'accès aux soins, c'est pas du tout l'une des premières raisons pour lesquelles les gens viennent en France. Les raisons sont beaucoup plus d'ordre, le travail, le rapprochement familial, etc. Cette aide médicale d'État n'est pas du tout une assurance maladie de même niveau que ce à quoi peuvent prétendre des personnes qui cotisent à l'assurance maladie classique. Pour vous dire à quel point les gens ne viennent pas pour ça, il y a la moitié des gens qui pourraient avoir droit à l'aide médicale d'État et qui ne la demandent pas.
Cette aide médicale d'État, elle est accessible que sur ressources, donc c'est les gens qui touchent très peu d'argent qui peuvent être couverts, et ça ne couvre pas du tout tous les soins. Il y a énormément de soins qui ne sont pas couverts par l'aide médicale d'État. En plus, on a montré, il y a des pays qui ont essayé de revenir en arrière sur l'accès aux soins des personnes étrangères, et en fait qui ont fait volte-face. L'Espagne a tenté, l'Allemagne a tenté. Ils ont arrêté parce qu'en fait, le fait de ne soigner les gens que dans des cas d'urgence extrême et de ne pas faire des soins courants, au final, ça finit par coûter plus cher. Et nous ne sommes pas encore au point où nous demandons à la totalité des personnels soignants de s'asseoir sur les principes humanistes de base, qui est que s'il y a un mec qui est en train de faire un infarctus sur un trottoir, qu'il ait son assurance ou pas son assurance, qu'il ait des papiers ou pas de papiers, on le soigne. Nous ne sommes pas encore descendus à ce niveau-là d'inhumanité. On pense juste là actuellement avec la veine Retailleau que il faut garder de l'extrême urgence, parce que ça, on ne peut pas encore s'asseoir dessus. Alors moi, je vous préviens, si on commence à passer les premiers caps, ça aussi, ils vont vouloir revenir dessus, je vous le dis. Et donc là, j'espère que la corporation médicale s'élèvera fortement, parce que là, ça va complètement contre tous nos principes éthiques et déontologiques de base, de soigner tout le monde, et toutes les personnes qui ont besoin de soins doivent avoir accès aux soins. Cette aide médicale d'État, ils l'ont remise parce qu'en fait, la situation devient catastrophique. Ça coûte plus cher de soigner des gens qui se sont aggravés au moment où on est dans un cas d'urgence. Et en plus, il y a d'autres problèmes que ça pose, notamment le fait de ne pas soigner des maladies infectieuses. Forcément, les virus, si vous voulez, et les bactéries, ils ne vérifient pas pour passer d'une personne à l'autre si vous avez des papiers en règle ou pas, en fait. La tuberculose ne regarde pas ça. Et donc, ça crée des problèmes sanitaires, ça crée un problème économique parce que ça coûterait plus cher, et ça crée un problème éthique majeur. Je vous l'ai fait en très rapide, mais vraiment, je vous le dis, on a fait une vidéo où on détaille ça, et je vous invite à aller la voir si le sujet vous intéresse. Ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles il va falloir se mobiliser fort, parce que c'est vraiment l'exemple même qui montre que quand on nous dit la migration, ça coûte trop cher, c'est très grave, c'est ça le problème dans notre société, quand vous savez qu'aujourd'hui, le problème actuellement de l'assurance maladie, c'est qu'on paye des assurances privées beaucoup trop chères, c'est que plein de grandes entreprises sont exonérées de cotisations patronales, et que si on les faisait juste un petit peu payer, pas beaucoup, mais un petit peu plus, on réglerait tous les problèmes de trous de la Sécu. Au lieu que vous regardiez quels sont les vrais problèmes de ce pays, ils vous font détourner le regard pour aller vous faire taper sur les personnes les plus vulnérables et les plus précaires de la société. C'est vraiment des méthodes classiques de la droite, c'est-à-dire se gaver entre potes. Je rappelle que la fortune des milliardaires a doublé depuis le début du quinquennat de Macron. Se gaver entre potes et faire en sorte que les personnes qui sont le plus en bas de l'échelle sociale se bouffent entre elles, et de tenir ce discours sur la pénurie. Il n'y en a pas assez pour tout le monde. Tape sur ton frère en humanité qui est bien plus précaire que toi, mais qui n'a pas la même couleur de peau, qui ne vient pas du même pays, etc. Parce qu'il est en train de te voler ce qu'il te doit. Tout ça parce qu'ils ne veulent pas qu'on aille récupérer tout ce que les grands bourgeois nous ont volé dans ce pays. C'est vraiment des méthodes classiques de détournement d'attention et de méthodes politiques de droite, pour ne surtout pas poser les vraies questions. Ouais, je vous ai mis Voilà. vite fait un petit graphe là pour vous donner un petit peu un ordre d'idée de ce que c'est l'immigration, les migrants en France. Alors vous voyez la France, 5e destination des migrants. Alors c'est pas les migrants clandestins, mais quand vous avez les migrants légaux, vous avez une estimation de ce que peuvent être l'immigration clandestine, qui est à peu près inférieure ou en même temps dans les mêmes proportions, ce qui est logique, voilà. Imaginons que c'est la même chose. Vous voyez, la France est 5e. C'est dans le classement des pays de l'OCDE. Exactement, parce que, comme on disait tout à l'heure, ça fait partie des pays qui tirent profit de l'échange inégal entre le centre capitaliste et ses périphéries. Et donc, dans l'ordre des nations, la France est à peu près 7-8e aujourd'hui, parce qu'il y a des nations hors OCDE. Voilà. Et donc, elle a sa place, elle est 5e dans l'OCDE du nombre de migrants, parce qu'elle est au même rang que l'extorsion de profit, c'est-à-dire des pays occidentaux. Voilà. Et donc, vous voyez les chiffres, c'est 256 000. Alors même si vous ajoutez, allez, si vous voulez, vous mettez la même chose en migrants clandestins, ce qui est quasiment impossible d'avoir autant de migrants clandestins que de migrants non clandestins, vous voyez que vous êtes à 0,3% de la population française. Enfin, c'est vraiment absolument rien du tout, sachant que dans ces migrants clandestins, même si vous imaginez qu'il y en a 300 000, il y en a qui sont reconduits, donc ça fait jamais un solde à chaque fois de 300 000 années plus 1, etc. Donc c'est, comme l'a dit tout à l'heure Zoé, c'est non seulement totalement faux, qu'il y a une submersion ou qu'il y aurait une tolérance absolue de la migration. Il y a des organismes qui justement passent leur temps à renvoyer des gens, à traquer des gens, etc. Tout ça n'est que les effets de la place du centre capitaliste
et impérialiste de la France, dans l'ordre du rang des nations bourgeoises dans lequel elle est, 5e. Et comme tu précisais, oui, effectivement, là, par contre, ce qu'on voit, c'est que là où c'était un sujet, c'est quand même un sujet depuis longtemps, hein, parce que la crise est larvée, mais c'était un sujet cantonné à l'extrême droite, parce que ça touchait d'abord, on va dire, des classes qui, en parallèle, perdaient leur travail pour des raisons. S'il y a eu, on va dire, une hausse du chômage, de la délocalisation et comment dire, de l'industrialisation qui a disparu, ça n'a rien à voir avec les migrants. Ça a à voir avec les bourgeoisies occidentales qui ont décidé justement d'aller concentrer le travail dans la périphérie parce qu'il coûtait moins cher et faire de l'échange inégal. Donc, si des gens ont été désindustrialisés dans les centres capitalistes, c'est à cause de leur bourgeoisie. Donc ça, le Front National s'est emparé de ça en faisant croire que 3 millions de chômeurs, c'était 3 millions d'immigrés. Tu te rappelles, hein, Zoé, c'était le slogan des années 80. Voilà. C'était d'abord 1 million. Voilà. Donc ça, c'était cantonné à l'extrême droite. Et maintenant, effectivement, que le capitalisme est incapable de délivrer assez pour tout le monde, il fait croire qu'il régule en donnant moins. D'abord aux gens qui vont être... Vous allez voir, hein, la hiérarchie va se créer. Et ça, là-dessus, l'humanité en crise et les tenants de la domination, c'est-à-dire ceux qui s'accaparent la majorité des ressources, savent très bien hiérarchiser. D'abord, tout en bas, il y aura les migrants clandestins, qui auront moins de droits, qui auront 0 droit, qui seront la lie de l'humanité. Voilà, ils vont les traiter comme ça. Et d'ailleurs, vous le voyez, ils peuvent mourir en silence, être traqués, vivre des vies mais inhumaines, quoi. Voilà. Ensuite, il y aura les migrants légaux qui seront cantonnés aux travaux les plus durs, les plus pénibles, les plus exploités. Et puis ensuite, vous aurez, faut pas se voiler la face, des gens français qui ressemblent à des migrants. Voilà, donc les gens racisés. Et puis après, vous aurez les blancs prolétaires. Et puis après, vous aurez les blancs petits. C'est vers ça qu'on va, c'est-à-dire vers un retour à une hiérarchisation essentialiste des gens pour pouvoir distribuer les ressources. Parce que le capitalisme est en crise profonde. Il ne peut pas fabriquer assez de ressources. Mais ça, c'est le marxisme le plus standard. Hein. Il ne peut pas fabriquer assez de ressources pour tout. Il est anarchique, enfin chaotique et pénurique. Et donc, il va devoir prioriser. Et il va prioriser d'abord pour la bourgeoisie. Et il va ensuite prioriser entre les blancs, les non-blancs, les plus méritants. Et c'est là où on va voir aussi toute la logique du producérisme. Vous allez voir que après ce sera ceux qui travaillent par rapport à ceux qui travaillent pas. Quand on voudra différencier les blancs entre eux, ça commence à les assister par rapport à ceux qui vivent de leur travail. Toutes ces saloperies, alors que justement il y a assez de travail, il y a assez de ressources pour tout le monde dans ce pays. Il suffit de les partager, il suffit de les distribuer et de les partager. La logique même du capitalisme qui est chaotique et qui est pénurique vient du fait qu'il concentre les richesses et que certains ont 1000 vies à leur disposition pendant que d'autres n'en ont même pas une seule. Et la santé est le meilleur exemple. Zoé, tu l'as bien dit, mais quand on considère que face à un virus identique, des gens peuvent être bien soignés et d'autres mal soignés, clairement, on est dans l'anti-humanisme. Je ne sais même pas si c'est adéquat quand vous êtes médecin à votre votre syndrome d'Hippocrate, votre serment d'Hippocrate. Voilà. Je ne sais même pas si c'est adéquat à ce serment qui est quand même un beau serment. De ne pas trier les gens en humanité, de différencier les natifs des non-natifs, etc., face à la maladie et face à la mort, quoi. Alors, actuellement, la corporation médicale, qui a beau être globalement très très de droite, hein, sur l'AME, même des médecins de droite te diront qu'en fait, il faut la maintenir. Ce qui est te dire à quel point c'est une décision de con, hein. C'est-à-dire que même des droitards, sur des trucs très précis, et c'est pas que sur des arguments éthiques et tout, hein, malheureusement, c'est aussi sur des arguments économiques, sur des arguments de circulation des maladies infectieuses, enfin ce que je t'ai dit avant. Mais au-delà de ça, oui, évidemment, ça va à l'encontre de alors notre serment n'est pas opposable sur le plan légal, ce qui est opposable, c'est notre code de déontologie. Mais le code de déontologie veut que nous soignions tout le monde sans distinction de race, de genre, d'orientation sexuelle, de religion, etc., etc. Et dans le serment d'Hippocrate, la phrase c'est « Je soignerai le pauvre et quiconque me le demandera ». C'est l'une des phrases du serment d'Hippocrate. Et voilà, nous devons donner nos soins à tout le monde. Et après, au-delà de ça, encore une fois, c'est vraiment s'asseoir sur les principes humanistes de base. Alors après, historiquement, la corporation médicale, à l'époque
des Allemands là, qui étaient sapés en Hugo Boss et où la police française a été très 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 zélée pour faire des trucs de ce type là, d'aller rafler des gens. Il se trouve que la corporation médicale ne s'est pas forcément extrêmement bien comportée. Mais bon, écoute, j'ai bon espoir qu'on fasse suffisamment de travail politique pour que les médecins soient avec nous sur ces questions-là. Et du coup, là, il y a vraiment un enjeu à parler de mobilisation solidaire, c'est-à-dire de ne pas laisser uniquement les personnes qui sont en situation irrégulière, etc., se démerder seules face à la violence d'État, face à la violence policière, face à la violence de la politique qui est décidée par Bruno Retailleau. Et donc, il y a des gens qui se mobilisent actuellement en solidarité avec nos camarades en situation irrégulière pour essayer de répondre à ces rafles, d'empêcher ces trucs-là. Je crois que tu avais quelques images, Chris, de mobilisation, notamment à la gare de Rennes, il me semble. Donc là, ils ont envahi la gare de Rennes, justement pour protester contre parce qu'en fait, comme l'a dit Retailleau, ils se sont massés dans les gares. À la gare du Nord, c'était pareil. Et des gens s'organisent, font des appels. Vous pouvez regarder sur Twitter. Ouais. Nous, avec Position Revue, on relaye, donc allez-y. Il y a plein de comptes qui relayent ça. Et justement pour faire en sorte que il y ait une force d'intervention, des manifestants qui puissent empêcher, enfin pas empêcher, mais perturber ces travaux de rafle et de contrôle. Voilà. Donc vous pouvez demander l'heure de votre train ou l'heure tout court à un policier que vous croisez si vous avez l'impression qu'il est en train d'intervenir contre quelqu'un. Voilà. Vous avez le droit de discuter avec la police à tout moment. Donc, et vous pouvez manifester. Je leur poser beaucoup de questions très précises. Voilà, en plus, il fait chaud là, donc peut-être que vous pourriez avoir un malaise. Moi, je sais pas, c'est possible quoi. D'avoir tout d'un coup un gros malaise, où vous avez absolument besoin de l'aide des policiers qui sont occupés à rafler des migrants. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. Voilà. Et encore une fois, rapprochez-vous des collectifs qui sont en train de se mobiliser pour pouvoir voir un petit peu comment vous pouvez agir, chacun à votre échelle et en collectif avec d'autres militants, pour essayer de lutter contre ce truc qui est absolument dégueulasse. Hein. Je pense qu'il n'y a pas d'autres termes. As-tu un petit mot de la fin, mon Chris ? Moi, comme on le disait, Bruno Retailleau est en campagne. Il nous fait un Sarkozy 2000 bis, quoi. Sarkozy farce après la tragédie Sarkozy. Il fait exactement ce que Sarkozy a fait, c'est-à-dire il prend le pouvoir sur son appareil politique, ce qu'a fait Sarkozy en 2005, 2 ans avant les présidentielles, et il use de son ministère de l'Intérieur pour apparaître comme celui qui va serrer la vis, faire la tolérance zéro, comme il dit. Et là, il va s'inspirer justement de Sarkozy et en même temps donner de la résonance au Trumpisme, parce que c'est la base que veut conquérir Retailleau, c'est-à-dire garder son implantation, on le refera dans le graphique en haut à droite, c'est-à-dire avoir la grande bourgeoisie avec lui, celle qui votait Fillon, Sarkozy, Pécresse, etc. Et pour pouvoir faire une vraie droite, on va dire de masse, aller chercher du peuple. Et le peuple d'extrême droite, aujourd'hui, les ouvriers d'extrême droite, votent Marine Le Pen, votent Rassemblement National. Donc Retailleau essaye là de siphonner le Rassemblement National. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il essaye de mettre sous pression. Alors vous allez les voir face à ça, et de manière légitime, des gens comme Marine Tondelier ou d'autres ont appelé justement à la censure du gouvernement. Il met la pression sur le PS. Le PS ne veut pas faire tomber Bayrou parce qu'il a peur de la dissolution, parce qu'il a peur de devoir refaire le NFP. Comme avait dit Boris Vallaud, vous nous obligez à refaire la NUPES. Donc là, il met la pression sur la gauche. Il essaye d'aspirer les voix du Rassemblement National et de se placer. Les dominants n'ont aucune limite morale. Ils jouent leur carrière, ils jouent leur place dans le pouvoir sur, littéralement, traquer, mettre en danger des personnes humaines, nos frères en humanité. C'est immonde. Et là, souvent, je suis optimiste, mais là, je suis un peu tristou. Tu vois. Je suis pessimiste parce que c'est que le début, quoi. Donc il va falloir qu'on soit fort, qu'on soit solidaire, qu'on s'organise, qu'on réponde présent, parce que ils vont essayer de dérouler un agenda extrêmement nocif. Exactement, et donc c'est de la mobilisation
comme on le fait d'habitude, on vous le redit, hein, rapprochez-vous si vous avez envie. Si vous voyez ça en vous sentant révolté, comme beaucoup se sentent révoltés face à ce genre de choses, rapprochez-vous d'assauts, de collectifs militants, de partis, de syndicats, bref, de tout orga qui vous semble proche de vos convictions, proche de votre ligne et qui a envie de s'investir fortement dans ces mouvements. Sur ce, écoutez les amis, il nous reste déjà à vous laisser profiter de notre nouveau générique de fin. Vous allez pouvoir profiter pour la première fois dans cette capsule d'un super générique et notamment avec une musique qui nous est faite par Bouche Carrée. Vous pouvez la suivre d'ailleurs sur TikTok et sur Insta. On la remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup de nous avoir passé sa musique pour le générique de fin. On est hyper content du résultat. Il nous reste aussi à vous suggérer de vous abonner à cette chaîne, à la chaîne personnelle de Padu, à la mienne, à aller lire la revue Position Revue. Si vous souhaitez nous soutenir, le plus efficace pour nous, c'est de nous soutenir sur Tipeee. Vous aurez le lien en description. Ça permet de faire vivre l'assaut, de faire vivre les futurs projets qu'on vous prépare. Et il y a plein de trucs qui vont arriver dans les prochains mois. Et sur ce, on vous dit à plus tout le monde, lâchez rien et salut. Salut. C'est la